Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde Vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à Limoges pour interviewer 4 femmes entreprenantes au parcours hyper différent et qui chacune à leur manière ont décidé de se forger leur propre chemin, toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Les 4 personnes qu'on va recevoir aujourd'hui, chacune leur tour, et ce sera tout d'abord Fatima Amara de Damara Infini, ensuite ce sera Stéphanie Querroy de Luxéel et de la CPME, suivi de Laure Sandoval de Sanodev et enfin Florence Mouli de Veolia Eau. Merci à vous d'être là, de nous écouter et c'est parti. Bonjour Florence. Bonjour. On est ravis de te recevoir aujourd'hui, pardon. Eh bien moi je suis ravie d'être là, ça tombe bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Florence Mouli et je viens du Nord. Non, ça c'est pas crédible avec mon accent, ça déjà faut le poser dès le départ. Donc je suis effectivement aveyronnaise, j'ai 50 ans, une petite famille avec 2 enfants, un garçon et une fille, 16-17 ans, et je travaille maintenant depuis 25 ans chez Veolia dans le métier de l'eau et de l'assainissement. Et je m'occupe donc d'un territoire qui est le territoire Dordogne-Limousin, donc qui intervient sur quelques départements du coin. Ok, parfait. L'idée, c'est de comprendre un peu ton parcours pour savoir comment tu en es arrivé là aujourd'hui. On peut commencer peut-être par les études. Par quoi tu as commencé pour après arriver chez Veolia ? Voilà, alors j'ai fait des études classiques plutôt dans le domaine scientifique, donc les bacs qui vont bien, là, avec plein de maths, de la physique, de la chimie, des trucs sympas qui font rêver les filles. Ouais. Et puis j'ai continué derrière par la faculté sur une maîtrise en chimie physique et je me suis spécialisée la dernière année sur une école d'ingénieurs sur le traitement et l'épuration des eaux. Et donc je me suis retrouvée en 96, hein, c'était dans un autre siècle, après main et main CV. Beaucoup, de 200-300, ouais, c'est ça ? De 200-300, c'était la période où finalement les filles dans le technique n'étaient pas forcément très sollicitées. Et puis probablement aussi un secteur d'activité qui génère pas forcément beaucoup d'emplois sur ces postes-là. Et donc je suis rentrée chez Veolia comme chargée de mission pour travailler sur les métiers de l'eau et de l'assainissement, sur des études particulières autour de plans d'assurance qualité, autour de descriptifs d'équipements. Et j'ai eu la chance comme ça sur Toulouse, parce qu'en fait, oui, on va voir, j'ai fait le tour du sud-ouest. Là, je suis un peu au nord, mais j'ai démarré un peu plus au centre et au sud. Donc, j'ai démarré sur Toulouse, et puis j'y suis restée 9 ans, en passant diverses étapes. Et donc, de chargée d'études, j'ai fini par devenir adjoint et puis responsable d'activité sur les usines, donc les usines qui font l'eau et les usines qui font l'assainissement, donc de la métropole toulousaine. Je suis ensuite partie avec un bébé de 9 mois et puis une autre dans le ventre, puisque je les ai fait de manière assez resserrée, mes enfants, sur Tarbes pour m'occuper toujours d'eau et d'assainissement, mais là dans un secteur plus polyvalent, plus rural. Et l'intérêt, c'est que ce sont 2 métiers différents finalement, de travailler dans une structure très urbanisée, dans des systèmes un peu plus ruraux. Je suis restée 14 ans dans le coin de Tarbes. Et puis finalement, depuis maintenant 2 ans en fait, non 2 ans, ça passe vite, mais ça fait que 2 ans. Depuis 2 ans, je suis arrivée en Dordogne-Limousin, donc je suis implantée dans la région de Brive et de Terrasson. Et je rayonne sur donc les départements de Creuse, de Haute-Vienne, de Corrèze et de Dordogne. Ok, super, parfait, merci, bravo pour ce beau parcours. Tu parlais de Toulouse tout à l'heure, de personnes que tu gérais, mais il y avait quand même une centaine de personnes, c'est ça, des équipes Oui. Alors, je me suis découvert assez rapidement un enthousiasme pour partager et pour avancer avec des gens. Et donc, j'ai eu des collègues supérieurs qui, effectivement, m'ont donné ma chance. Et je me suis retrouvée à 34 ans, patronne des usines. Et donc, il y avait une centaine de personnes avec des systèmes en 3-8, donc des personnes qui travaillent 24 heures sur 24, ce qui n'est pas forcément très facile en termes de management, puisqu'on ne les croise pas régulièrement.
Et donc voilà, j'ai démarré un petit peu comme ça, avec cette chance d'avoir pu grandir au sein de ces usines et donc d'avoir cette force de l'exemple qui permet notamment à une fille dans un monde d'hommes, parce que les métiers de l'eau et de l'assainissement sont quand même très masculins, le fait d'avoir pu apprendre les outils que je leur proposé à l'exploitation derrière, c'était quand même une valeur ajoutée importante en tant que responsable. Et du coup, finalement, ça s'est très très bien passé. Et ça s'est poursuivi, du coup. Depuis, je n'ai jamais arrêté d'organiser et de gérer des bouts d'activité de Veolia comme ça sur des sites très, très différents. Ouais. Et justement, je pensais aborder le sujet plus tard, mais le fait d'être une femme dans ce milieu principalement masculin a un avantage, inconvénient? Moi, je dirais plutôt avantage, mais je suis sûrement pas objectif parce que c'est lié à ma personnalité, à mon vécu. Moi, j'ai toujours une nature très très positive, donc même les petites remarques. Je me rappelle une anecdote quand j'ai démarré sur Toulouse, j'étais à la machine à café en train de me faire un expresso là. Puis des collègues qui ne me connaissaient pas passent par là, ils me disaient bonjour. Vous êtes nouvelle, vous êtes secrétaire? Je dis non, je ne suis pas secrétaire, je travaille à l'usine. Ah bon, vous êtes au laboratoire? Moi, je dis, je ne suis pas au laboratoire non plus, je suis la chef, quoi. Et alors là, c'était une surprise totale chez mon interlocuteur. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais effectivement, il y a ce regard-là qui est pas ancré, qui n'était pas encore dans ces années-là, dans les années 2000, qui maintenant vient. Mais c'est un métier sur lequel les parcours sont très différents et les métiers sont très différents. On a des métiers ouvriers, des métiers de canalisateurs, des métiers d'électromécaniciens, de traiteurs d'eau, de laborantins, effectivement, quelques administratifs aussi. Et il est peu courant d'avoir des filles dans chacun de ces domaines d'activité, d'ailleurs. Donc, on travaille beaucoup pour faire venir des féminines dans nos équipes et à ce niveau-là, l'exemple et le fait d'en parler régulièrement permet de booster, de donner l'énergie, de dire allez les filles, bougez-vous, il n'y a pas de raison que ça marche pas, ça va le faire, venez goûter à l'eau et à l'assainissement et puis vous trouverez ça tellement bien que vous ne voudrez plus en partir. Alors justement, est-ce que ça tu l'expliques? Enfin, j'ai envie de dire pourquoi il y a si peu de femmes dans ce milieu-là? C'est un milieu qui déjà au départ attire pas forcément beaucoup ni les hommes ni les femmes. En fait, les métiers de l'eau et de l'assainissement sont des métiers qui ont plusieurs facettes. Et donc, en fait, dans les écoles d'électrotechnique, les gens vont plutôt se dire je vais aller travailler chez un mécanicien, dans une entreprise électronique, dans une entreprise qui innove et qui fait un certain nombre de procédés nouveaux, en désinfection, par exemple. Mais personne ne se lève un matin, ni garçon ni fille, en se disant moi, je vais aller travailler dans le caca, ça c'est un truc, ça va être sympa. Et pourtant, oui, travailler dans l'épuration, donc s'occuper de nettoyer la matière organique, c'est un métier formidable pour la planète, c'est utile pour les gens. Et garçon ou fille, chacun peut y trouver sa place et fabriquer de l'eau potable à partir de l'eau locale, de la source d'à côté. Et heureusement qu'il pleut en ce moment parce que ça recharge nos nappes et on va pouvoir lutter contre la sécheresse et continuer de fournir de l'eau potable. Donc ce sont des métiers qui ne sont pas connus en soi. Tout le monde se sert de l'eau à son robinet, tire sa chasse, fait ses machines à laver et finalement personne ne perçoit vraiment quelle est l'activité qu'il y a derrière. Donc en ce sens-là, c'est peu attirant pour les garçons et encore moins pour les filles qui finalement ne sont pas forcément dans les métiers techniques. Ok, donc c'est un gros enjeu de faire connaître au final aux plus jeunes, ou pas forcément des plus jeunes, mais à tout le monde en tout cas. C'est ça, jeunes et vieux garçons. Venez tous nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Oui, non, il y a un vrai enjeu, on développe beaucoup, on a développé avec des campus justement de la formation, on travaille beaucoup sur l'alternance pour arriver à faire venir les gens dans nos métiers. On travaille sur des formations pépinières aussi, sur des niveaux ingénieurs pour arriver
à donner plusieurs facettes justement à des personnes qui pourraient derrière travailler à plusieurs endroits. Et puis on essaye de faire passer cette idée-là que Veolia, c'est effectivement un groupe, c'est une multinationale, c'est connu pour, mais en fait c'est une multilocale. C'est-à-dire que moi je m'occupe effectivement de 4 départements et on intervient sur 7 puisqu'il y a les départements limitrophes sur lesquels on travaille. Mais finalement, à chaque fois, c'est une petite PME ancrée sur l'usine locale, sur les consommateurs locaux, puisqu'il y a tout un service de suivi de la clientèle également. Et donc effectivement, on a besoin de ces valeurs-là, d'entrepreneuriat, de dynamique qu'on retrouve effectivement chez les jeunes qui amènent toute cette impulsion dont on a besoin. Et c'est vrai que quand je t'entends parler des métiers de ces personnes-là, on peut imaginer quelque chose de dur et de très technique. Est-ce que sur les métiers justement, où il y a des postes peut-être un peu rares, je sais pas, mais est-ce que tu peux nous en parler? Enfin voilà, l'impression extérieure, c'est que ça doit être dur. Et est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Est-ce que tu peux nous parler de ces métiers-là, justement? Et si c'est dur, qu'est-ce qu'on met derrière la complexité de ce métier? Ouais, alors j'ai tendance à penser que finalement, pas grand-chose est dur, en fait. Je pense que si on a l'envie et qu'on y met de la volonté, du cœur et un peu de temps, parce que les choses nécessitent toujours du temps, on arrive au bout du chemin qu'on a décidé d'aller suivre. Et chez nous, il y a vraiment plusieurs chemins qui sont possibles. Donc, on a des métiers qui s'apparentent plutôt aux travaux publics. Donc, ce qu'on peut apprendre pas loin ici, par exemple, sur l'école d'Égletons. Donc là, on a des travaux qui se font en extérieur. Puisqu'il s'agit de travailler sur les conduites, d'aller chercher les fuites, d'aller s'occuper de cette eau qui passe dans les tuyaux. Et donc là, la difficulté, elle est effectivement sur le courage qu'il faut pour aller travailler, quel que soit le temps. Quand il fait trop chaud, quand il pleut, il faut y être également. Après, pour tout ce qui est travaux de force, finalement, on arrive aujourd'hui à trouver des équipements qui permettent de décupler la force en faisant bras de levier ou autre. Donc finalement, il y a rien d'impossible, qu'on soit flué, qu'on soit un peu plus costaud, avec des biceps ou sans biceps, on arrive à faire du travail de canalisation. Travailler dans la partie usine nécessite un peu plus de connaissances, notamment dans l'électricité, puisqu'on a des armoires électriques qui commandent nos équipements. Donc là, sur cette partie-là, encore une fois, c'est une affinité. Un enfant qui va bricoler à la maison, quelqu'un qui a envie de se recycler, de changer, et qui a un naturel à bricoler, à aimer faire ça, il n'y a aucun état d'âme à pouvoir creuser et aller vers ces sujets-là. En revanche, quelqu'un que l'électricité effraie, ce qui peut se concevoir, bien c'est pas là-dessus qu'il faut aller. Il faut aller sur une autre branche d'activité, peut-être un peu plus sur de l'analyse pour regarder quelle est la qualité de l'eau qu'on distribue. Et puis s'il y a des envies de manager, voilà, faites comme moi, commencez par du technique et puis après faites passer l'amour des gens et une envie d'être utile aux autres, d'être utile à la planète à travers des métiers d'encadrement chez nous également aussi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu parlais justement du côté local. Ça doit être une grosse entreprise, mais il y a ce côté local. Et l'impression que ça fonctionne comme une PME sur chaque territoire, c'est ça? C'est ça en fait. Cette idée-là, c'est finalement d'avoir l'intérêt d'un groupe qui amène la capacité d'aller chercher de l'innovation, d'avoir des équipements de recherche assez intéressants avec des pilotes qu'on peut délocaliser, et puis d'avoir vraiment ces petites PME locales qui sont ancrées au sein d'une commune, au sein d'un territoire, qui travaillent avec les sous-traitants locaux, qui sont là en circuit court le plus possible. Et puis cette eau-là que l'on va boire, c'est l'eau qui vient d'à côté. Donc forcément, on travaille sur place et on a une autonomie, je dirais, de gestion basée sur des structures finalement PME tout à fait. Ok. Et est-ce que tu aurais, parce on m'avait dit dans l'oreillette, on avait parlé de kit de nettoyage avec de l'eau et du sable que je trouve hyper intéressant pour faire comprendre en fait tout le système. Oui. Il y a plein de. Est-ce que tu aurais justement des choses comme, des anecdotes comme ça à nous raconter ou des. Alors, il y a deux anecdotes, oui, très sympas finalement. Je vais en citer deux qui sont en lien avec le rallye des pépites. Allez, soyons fous. Une du côté de Pau et une du côté de Brive l'année dernière. Du côté de Pau, un des premiers ateliers qu'on a fait,
était une séance pour montrer comment on nettoie les tuyaux d'assainissement avec donc ce qu'on appelle des hydrocureurs, qui sont donc des équipements poids lourds avec une citerne remplie d'eau. Et cette eau-là, on la pousse avec de la pression dans les tuyaux pour nettoyer. Alors les tuyaux, ils sont sous terre, personne ne les voit. Donc effectivement, on jette tous avec le foie gras la graisse dans les tuyaux. Il ne faut pas du tout, on garde la graisse du foie gras, on fait les pommes de terre sarladaises à côté. Parce que la graisse dans le tuyau, cuisine, c'est ça, la graisse dans le tuyau, elle s'amalgame, elle bouche et après on est embêté pour faire passer l'eau usée qui doit aller à la station. Et donc on avait fait un atelier avec des tuyaux transparents. Et donc, on a permis comme ça à des tas de gens de voir finalement ce qui ne se voyait pas sous terre et comment, avec un outil qu'on appelle une fusée, une espèce de grande brosse et de la pression, on arrive à nettoyer ces réseaux qui s'encrassent avec du sable, avec effectivement de la matière organique qui se dépose et un peu de gras, donc nos fameuses graisses dont on parlait à l'instant. Ça, c'était le premier atelier qui était assez sympathique. Et le deuxième atelier qu'on a fait l'année dernière sur Brive, c'était simuler finalement le fonctionnement, encore une fois, de la partie nettoyage des eaux usées à travers un ouvrage sur lequel on avait mélangé de l'eau et du sable et également un peu d'huile. Et donc l'idée, c'est de montrer que finalement, assez naturellement, le sable il va tomber au fond de l'ouvrage et l'huile, si on souffle avec une paille dans un petit récipient, elle va s'accrocher au bulles d'air et elle va remonter à la surface. Et donc finalement, un des principes principaux c'est bien comme phrase, un des principes du traitement de l'eau usée, c'est ça en fait, c'est racler en fond favoriser la descente, je dirais, des éléments lourds et donc racler en fond d'ouvrage ce qui doit être enlevé de l'eau et permettre aux graisses comme ça de revenir et de les racler à la surface. Comme ça, au milieu, on a une portion d'eau qui est nettoyée et qu'on peut amener à poursuivre son cheminement dans les stations d'épuration. Ok, donc de bons exemples pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Effectivement, en petit format. C'est ça. Tout petit par rapport à la réalité, j'imagine. Quand on avait échangé tous les deux, tu m'avais parlé à la fois de quotas féminins pour être à des postes en entreprise, mais il y avait le terme exemple aussi qui ressortait. Alors moi, je trouvais ça intéressant d'associer, d'opposer, je ne sais pas, les deux. Oui, parce qu'en fait, alors ça m'arrive régulièrement d'intervenir, y compris en interne dans ma société, donc sur ce sujet-là de la mixité, de la diversité en général. J'ai démarré il y a 25 ans en étant totalement contre le principe de quota, en disant c'est quoi cette histoire-là, un quota de femmes, où est la compétence là-dedans si on doit se baser sur un quota. Et j'ai changé d'avis. Parce que je me suis aperçue justement par le retour de collègues féminines qui étaient des collaboratrices, qui étaient des pairs, qui disaient effectivement on sait que ça peut se passer parce qu'on te voit. Parce que tu es là, parce que d'abord, naturellement, étant fille, tu as une manière de manager qui est un peu différente. Et là, on pourrait reboucler sur l'intelligence émotionnelle qui est quand même beaucoup plus forte chez les féminines et qui permet d'appréhender les sujets d'une manière assez différente, qui complète la manière dont les hommes perçoivent l'ensemble, mais c'est justement cette diversité qui nous grandit tous. Et donc, effectivement, j'ai eu ce retour-là de plusieurs personnes qui me parlaient d'exemples. Et donc, j'ai revu ma notion de quota en me disant, effectivement, imposer à compétence égale, bien sûr, parce que sinon c'est un contre-exemple parfait. Mais à compétence égale, finalement, favoriser de temps en temps les féminines, ça permet de tirer beaucoup d'autres personnes vers cette lumière-là et vers ces envies qui ne sont pas classiques. Et justement, ce côté exemple, comment tu le vis ? Je le vis bien. Je ne m'en rends pas vraiment compte, en fait. C'est à l'occasion d'un retour, d'un mail, d'un SMS, d'un séminaire ou d'un rendez-vous qui se passe que ça me revient à la figure parce qu'on m'en parle. Mais je ne le vis pas comme tel et c'est peut-être pour ça qu'il est intéressant, me semble-t-il, en toute humilité. Mais c'est vrai que si on se pose comme étant la gardienne d'une certaine façon de faire, je ne suis pas sûre qu'on ait la même sincérité. En ce qui me concerne, je fais ce métier-là parce que je l'aime, parce que j'aime ce qu'il peut amener au monde. Et je pense que c'est parce que ça se voit
que ça devient un exemple sur lequel des gens peuvent se raccrocher, garçons ou filles. Mais comme il y a beaucoup plus d'exemples garçons, c'est assez naturellement que les féminines ont un regard un peu plus bienveillant sur la manière dont je m'occupe de mon métier. Effectivement. Et justement, quel conseil tu aurais à leur donner, soit pour se lancer dans ce type d'activité, dans des boîtes comme Veolia, ou pour se lancer dans, alors peut-être entreprendre, pourquoi pas, mais dans des activités en tout cas où on ne les attend pas forcément? Alors, soyez sincères et soyez cohérente avec vous-même. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur, tirez cette ficelle-là, allez au bout et ne laissez personne vous dire que c'est pas fait pour vous, que c'est trop loin, que c'est trop long, que c'est trop compliqué. Allez-y. Et ne vous inquiétez pas de ne pas être à la hauteur. Un élément qui est important dans l'ascension des féminines dans une société aussi, c'est ce regard-là qu'ont les filles, et moi la première. Quand on vous propose un poste, une fille va se dire « Attends, est-ce que je sais déjà tout faire ?» Et après, elle va se dire « Oui, alors donc comme je sais faire beaucoup de choses, je vais y aller. » Un garçon, il se dit « Ouais, on me le propose, ben j'y vais. » Ça a l'air de rien, hein, mais c'est tellement vrai et ça donne tellement d'occasions manquées, en fait. Parce qu'on ne s'autorise pas à ne pas être de suite efficace dans le poste qu'on nous propose. Et pourtant, l'efficacité dans un poste grandit au fur et à mesure qu'on le fait. Donc je dirais, voilà, allez-y, osez, soyez consciente des forces, des faiblesses, mais n'ayez pas peur. Et je dirais même plus, jouez avec vos fêlures, jouez avec vos inquiétudes. J'avais une phrase d'Audiard qui me plaît beaucoup, j'essaye de la recaser régulièrement, parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est « Seuls les êtres fêlés apportent de la lumière. Seuls les êtres fêlés laissent passer la lumière. » Effectivement, pour qu'un lampadaire laisse passer la lumière, il faut qu'il y ait le jour qui puisse passer. Et finalement, c'est pareil. La lumière intérieure de quelqu'un, et finalement, elle diffuse, elle sort bien s'il y a quelques fêlures qui peuvent la faire sortir. Donc, sortez ce que vous avez à l'intérieur et ça va vous éclairer le monde autour. C'est beau, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Florence. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Oui. Alors, on a du mal à recruter, étonnamment. Et malgré le terrain fertile, c'est vrai que Limoges, l'OIE et toute la culture autour de l'eau, il n'y a pas tellement de postes d'encadrant, en fait. On est un métier qui est très ouvrier, en fait. Puisqu'il faut faire tourner des installations, il faut s'occuper des tuyaux, donc c'est plutôt des bases ouvrières. Et donc les postes après d'encadrant, il y en a, moi, dans mon territoire, donc on est 125 sur ces 4 départements-là, et on est une dizaine de cadres. Donc du coup, ça fait pas beaucoup. Et les gens qui sortent avec ces profils-là, ils vont plutôt, quand ils vont rentrer chez Veolia, souvent, c'est pour ça qu'on développe maintenant les ingénieurs pépinières pour essayer de les mettre en exploitation un petit peu et puis débouger. Sinon, ils vont tendance à avoir envie d'aller à Paris, chez nous, là où on fait de la recherche, là où on va travailler sur des pilotes, sur des procédés à créer. Mais le terrain et l'exploitation, qui nécessitent des astreintes, d'être disponible 24 heures sur 24, voilà, c'est pas forcément vers là que vont les jeunes ingénieurs, en fait. D'autant plus que les diplômes d'aujourd'hui, par rapport à ce que moi j'ai connu il y a une trentaine d'années, les amènent dans tous leurs stages à partir à l'international, à voir beaucoup de choses. Donc ils ont cette envie d'ailleurs. Et autant j'ai du mal à trouver des ouvriers locaux qui finalement, eux sont ancrés sur la chapelle, quoi, je veux dire, ils sont posés sur l'église du village, et c'est compliqué d'aller les faire travailler même à une demi-heure de route. Autant les ingénieurs et les encadrants potentiels, alors eux, ils n'ont que des envies d'extérieur. Enfin, ils ont beaucoup d'envies d'extérieur. Donc c'est pas si évident que ça. Il me faut alors j'ai des équivalents BEP canalisateurs, par exemple.
hein, donc dans les travaux de TP. Et après, soit c'est des bacs pro dans les domaines de l'électro, soit des BTS, effectivement, des BTS Gémeaux, des BTS dans les métiers de l'hydraulique, des BTS sur les mesures physiques, par exemple, pour les équipements de mesure. Et puis après, des électrotech. Mais alors là, les électrotech, ils sont très, très rares. Enfin, ils sont très, très rares. Ils sont très, très demandés, en fait. Donc, pareil, ils vont pas penser à l'eau. Ils vont penser, s'ils cherchent un grand groupe, ils vont penser à aller chez EDF, ils vont penser à aller ailleurs. Ils vont pas forcément venir chez nous. Donc, on a créé des diplômes qualifiants, des titres de traitement des eaux qu'on essaye de faire à 1 an sur des gens qui ont déjà un bac pro ou un BTS dans le technique et qui ont envie de goûter l'autre facette de mesure de qualité d'eau. Mais non, le recrutement est pas facile. C'est étonnant. Hein. Et alors quand on y est, on trouve ça super étonnant, mais vraiment, moi je disais ça, effectivement, j'ai des postes en Corrèze, près de Bord, là, un poste qui restait ouvert 1 an et demi. 1 an et demi. Si, ça, il y en a qui candidatent pas mal chez nous et ils font parfois des masters aussi chez nous. Après, au campus Veolia, on a un master sur l'environnement et donc ils viennent. Oui, ça, c'est vraiment des belles formations. Mais on est aussi, comment dire, le système d'éducation aujourd'hui se nuit à lui-même. Moi, quand je fais un recrutement, là, sur des diplômes un peu hauts, j'en ai qui arrivent, ils ont 3 masters. Ils ont 3 masters. Parce qu'ils en ont un, ils n'ont pas trouvé, donc plutôt que rien faire, ils en ont pris un autre, etc. Alors, ils finissent chez nous au master mise parce qu'ils se disent, bon, si on fait le master campus Veolia, on a plus de chances d'aller à Veolia. Alors, effectivement. Mais il y a un moment où je dis, 3 masters, je le veux pas, le gamin, il fallait aller travailler après. Enfin, j'exagère, mais au bout d'un moment, c'est compliqué. Quel avenir on peut leur donner? Comment on peut, en plus, après, les refaire grandir dans l'entreprise en démarrant par des phases un peu en dessous de ce niveau-là de réflexion, qu'on ne leur demande pas tout de suite. Moi, ce qui m'a fait grandir et ce qui fait que j'ai un management qui a une certaine efficacité, c'est parce que j'ai eu le temps au début d'être sur le terrain, sur les machines, à noter avec la main, à avoir un ouvrier qui m'explique comment ça marche. Parce que dans le livre, c'est pas pareil qu'en vrai. Et les gens qui ont 3 masters, là, si tu veux, au bout d'un moment, ils ont 25, 26 ans, machin, déjà, ils veulent rentrer à des prix qui vont bien aussi, mais et ils n'ont pas envie de faire autre chose. Et après, le deuxième problème, c'est qu'il y a un master pour tout. Donc, ils ont tous des noms ronflants, là, à l'environnement, à la biodiversité, à la machin. Et quand tu les as en face, tu leur dis, oui, alors il y en a un, l'autre jour, c'était l'eau et l'environnement. Je dis, bon, donc, on peut me décrire le procédé de l'eau. Enfin, on ne demande pas des trucs hyper compliqués non plus. Il était incapable de me décrire quels sont les principaux ouvrages d'une usine d'eau potable. Et dans son parcours, il venait de me montrer ces modules. Il y avait un module sur le traitement de l'eau potable. Ah, je dis, mais les bras mais il me dit, non, mais en fait, on n'a pas vu ça. Ah bon, j'ai dit d'accord, c'est dommage. Mais du coup, c'est compliqué. C'est dommage. C'est compliqué. Non, mais il avait des tas d'autres valeurs, si tu veux. Mais du coup, quand on reçoit des CV et qu'il y a 10 noms de masters différents, avec chacun le mot-clé environnement, eau, biodiversité, etc. Ouais, et puis pour eux, c'est compliqué parce que ça leur donne cette idée-là qu'ils ont pris la formule qui allait bien pour aller vers ce genre de métier. Et puis après, ils se retrouvent démunis quand on leur dit, mais... en vrai, tu as fait quoi? Alors, c'est pas gênant qu'il manque la case, si tu veux. Mais ce qui est compliqué, c'est du coup de faire des pré-recrutements. Et puis, surtout, ce que je trouve compliqué, moi, c'est qu'on donne à ces gamins une idée de facilité d'embauche qui du coup, n'est pas associée à leur diplôme. Elle sera plus finalement associée à la personnalité qu'on va percevoir quand on va les voir qu'au diplôme qu'ils ont. Ils ont tous un master quand ils viennent là. Mais par contre, là tu en cherches un, on a 40 candidatures. Et puis alors là, diversité, garçons-filles,
de tous horizons. C'est très étonnant.